Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes de ce mardi 3 mars 2026. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Découvrons d'abord les titres proposés par les journaux. La nouvelle expression sur ce voyage retour de Anissé et Kane qui revient à Douala. La dépouille du président national du Manidem arrive dans sa ville ce mardi 3 mars 2026. Un communiqué du directeur de la communication de son parti politique rendu public le 2 mars 2026 informe que c'est plutôt à travers un avion que ces restes retourneront dans la capitale économique. On en parle dans un instant avec nos invités. À lire dans le messager de ce matin, litige au Golf Club de Yaoundé à César. Ce qui est à César, titre le messager de ce matin, alors qu'elle vient de se voir rétrocéder 9,5 hectares de son patrimoine foncier. La collectivité Omba Bissogo doit désormais faire face à des accusations selon lesquelles les 62 hectares du complexe du golf seraient encore la propriété exclusive du Golf Club, sujet détaillé en page 2 du journal Le Messager. Au bas de page du Messager, brûlé à Soulé-des-Rois, les martyrs oubliés, nous dit le journal Le Messager. Sujet qu'on retrouve à la une de Mutation ce matin, chercheurs brûlés, la seconde mort. Un an après la tragédie de Soulé-des-Rois, le corps de Frédéric Moussi, le corps de Bienvenu Bello et celui de leur guide Oumarou Kabalaï sont toujours à la morgue. Le syndicat national des chercheurs exprime son indignation. Leur réaction est à lire dans le journal Mutation. À la une de l'heure du Sahel, Soulé-des-Rois, le drame de Mbalda. Un an après, le journal revient donc sur ces exécutions de ces chercheurs-là qui avaient été confondus avec des membres de Boko Haram. Il y a donc un an, leur corps séjourne toujours à la morgue, nous rappellent les journaux ce matin. Hebdomadaire, l'indépendant titre sur le développement local d'Ayos, mutation urbaine, les travaux d'entretien routier du tronçon Emeni Akam Ngali, fleuve Nyon dans l'arrondissement d'Ayos, département du Nyon Infoumou, sont effectifs depuis le 1er mars 2026 sous la supervision du maire Paul Dongobiko. L'impact socio-économique du désenclavement de ce corridor est d'autant plus salutaire qu'il permettra la mobilité des populations et de cet important bassin agricole longtemps pénalisé. Détail à lire dans l'indépendant. À lire dans Vision, Paul Cré Vision, gestion domaniale et foncière, la circulaire du MINCAF qui fait polémique, implication des chefs traditionnels de 3e degré dans la délivrance des titres fonciers sur le domaine national, la circulaire du ministre des Domaines, du cadastre et des affaires foncières, la société civile qui s'insurge, maître Gilbert Bongam écrit au ministre Henri Ibaïsi, rappel sur la procédure d'obtention du titre foncier au Cameroun, sujet à lire dans Paul Cré Vision, allié également dans Forum Libre, gestion du domaine national, comprendre le renforcement du pouvoir des chefs traditionnels. Le journal revient sur les contours de cette réforme qui ont été donc précisés à l'occasion de l'atelier conjoint MINCAF GIZ Pro PFR qui s'est tenu le 27 février 2026 à Yaoundé. À la une du journal Émergence, guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient, les Camerounais piégés, s'interroge le journal. Ce que fait le gouvernement pour ces nationaux, propose donc le journal à ses lecteurs. À la une de Cameroun Tribune, participation en politique handicapée. Et alors, s'interroge Cameroun Tribune qui revient donc sur cette frange de la population qui devait donc être considérée dans les sphères politiques. Des précisions dans le journal Cameroun Tribune. À la une d'Éco-Santé, diplomatie sanitaire, le docteur Joseph Fokam à la Maison Blanche, nous dit le journal Éco-Santé de ce matin. Il a été sélectionné parmi 15 experts mondiaux par le département d'État américain. Il sera donc du côté de Washington pour s'imprégner des avancées dans le domaine sanitaire du côté des États-Unis. Voilà pour l'essentiel des parutions sélectionnées dans le cadre de cette première partie. On accueille les invités d'ici en plateau. Je vais commencer par Rodrigue Tchokoa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga et je te souhaite le retour sur le plateau de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Je dis également bonjour à Dr Panis Esrat-Folso et de même que nos très chers téléspectateurs qui sont très certainement nombreux à nous regarder ce matin. Panis Esrat-Folso avec nous ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à Rodrigue Tchokoa, bonjour également à tous les millions de téléspectateurs qui nous écoutent fidèlement tous les mardis
lorsqu'il est 9 heures, passé de 20 minutes sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est une émission qui se fait tous les jours de lundi à vendredi. D'accord, merci pour le rappel, Panis Salfoso. On va démarrer avec le journal qui vous emploie, mon cher Panis Salfoso. Vous annoncez ce matin le retour d'Anissé Kane dans la ville de Douala, parti 24 octobre 2025. Il revient dans la ville de Douala dans un cercueil, selon le communiqué donc, du directeur de la communication du Manidem. Eh bien, il va atterrir aux alentours de 14h à 15h à l'aéroport de Douala, parce que l'avion va décoller donc à 14h30 du côté de Yaoundé. Et donc l'atterrissage est prévu vers 15h35 par Panis Salfoso. En tout cas, voilà Anissé Kane, justement, on connaît les conditions dans lesquelles il a été déporté du côté de Yaoundé, il est décédé et il revient dans un cercueil, comme je l'ai dit. C'est un moment triste, c'est un moment très très émouvant, un moment historique également dans le landerneau politique camerounais. Anissé Kane qui a été capturé chez lui tel un malfrat, amené à Yaoundé Manu Militari, retourne dans un cercueil à Douala. On s'interroge bien comment est-ce que le Cameroun est gouverné. Anissé Kane, qui était un homme politique avéré, qui avait des prises de position, qui s'illustrait même comme étant une plaque tournante dans le changement au Cameroun, est aujourd'hui en train de se voir parti de Yaoundé dans un cercueil pour retourner sur sa terre natale à Douala. Je pense que ceci est un signal très fort, très très fort, à l'endroit de l'opposition camerounaise qui, depuis plus de 4 décennies aujourd'hui, se bat corps et âme pour le changement au Cameroun. Je pense que ici, le cas Anissé Kane remet au goût du jour la sempiternelle problématique du combat. Est-ce que ceux-là qui combattent pour libérer le Cameroun sont en sécurité? Est-ce qu'il faut aujourd'hui comment est-ce qu'on va aujourd'hui avoir le courage de prendre des positions, avoir le courage de se mettre du côté des Camerounais d'en bas? Je pense que c'est un moment très très fort, un moment historique, un moment où on rappelle l'histoire du Cameroun, l'histoire des nationalistes. Et il faut ici rappeler que Anissé Kane avait pour idole, avait pour modèle Edes Wandié, qui a été fusillé, je crois, en 1971. Lorsqu'il était gamin à Bafoussam, il a vécu la scène horrible à Bafoussam. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de suivre ses pas, il a décidé de continuer à mener ce combat. Et il l'a fait pendant plus de 50 ans. Et aujourd'hui, il a été embastillé, il a été torturé, il a été privé de cet appareil-là qui lui permettait de respirer et de se maintenir en vie. Et le voilà qui retourne dans un cercueil à Douala, où le corps sera transféré du côté de la Kentini, en attente de la programmation des obsèques de cet homme qui aujourd'hui qui se présente aujourd'hui comme un nationaliste camerounais. Rodrigue Tchokoua, ce sera un retour sous forte mobilisation des populations de Douala, et déjà Yaoundé avait le départ du côté de Simalène. En tout cas, c'est ce que souhaitent les membres de la famille, notamment les membres de son parti politique, le Manidem. On appelle Kamona à venir accompagner, donc pour lui rendre un dernier hommage en attendant les obsèques. En effet, le retour de la dépouille, on aurait souhaité qu'il rentre sain et sauf vivant, tel que les éléments de l'État l'ont transporté du Cameroun, de Douala vers Yaoundé. On aurait souhaité qu'il rentre vivant. Malheureusement, il va rentrer dans un cercueil. Mais cela n'empêche pas que les populations, de nombreux fans qui l'aimaient à travers le Cameroun et à travers le monde, puissent accourir à l'aéroport international de Douala pour accueillir sa dépouille. J'imagine combien ce sera une grande liesse populaire, les populations qui vont accourir. Et j'espère, on suppose que
les forces de les FMO ne vont pas une fois de plus se déployer pour empêcher que les gens puissent accourir vers là pour accueillir sa dépouille. Je voudrais m'appesantir tant soit peu sur le titre, le retour, le voyage retour. On peut affirmer que c'est vrai, Anissé Ekané va retrouver la terre de ses ancêtres, mais voyez-vous, on dit souvent que un voyage, c'est un aller et un retour. Malheureusement, Anissé Ekané a été transporté manu militari, cagoulé du côté de Yaoundé, mais il rentre dans un cercueil. Ce qui interroge, est-ce que c'est effectivement un voyage retour? Il est allé, il n'est plus retourné. Mais nous saluons le fait que, enfin, les pouvoirs publics ont décidé de libérer sa dépouille afin que la famille du défunt, ses amis politiques, puissent organiser les obsèques dignes de son nom à l'illustre disparu et combattant de la République. Parce que on va toujours le marteler, Anissé Ekané est mort étant grand. Quand il menait ses derniers combats, quand je l'écoutais, j'ai eu à certains moments qu'il était conscient de ce qui pourrait lui arriver. Il a dit, même si c'est la mort, ce n'est pas un problème. Il s'engage pour pouvoir libérer le Cameroun. Et voilà pourquoi il s'est associé à plusieurs hommes politiques à qui il avait le flair. Il sentait le flair que ces hommes politiques pouvaient faire quelque chose. Mais malheureusement, les urnes, comme c'est la pratique au Cameroun, en ont décidé autrement. Et je rappelle donc rapidement quelques détails sur cet itinéraire qui se veut sous le signe du recueillement. Tout va donc démarrer avec la mise en bière du côté de l'hôpital central de Yaoundé, donc à partir de 9h. Et puis le cortège va s'ébranler du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 10h15. Et puis le décollage est prévu à 14h40 et l'arrivée à l'aéroport de Douala à 15h35. Et puis il va s'en suivre donc la mise du corps donc à l'hôpital La Quintini aux alentours de 17h. Parmi c'est ça, Fosso, vous avez évoqué la mémoire de Anissé Ekané, puis on reviendra au moment des obsèques justement pour cet héritage. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on attend également quand même une forte mobilisation des jeunes, tel qu'on l'a lu entre les lignes dans le communiqué du secrétaire national de la communication du Manidem. Oui, il faut quand même ici rappeler que depuis quelques semaines déjà, depuis quelques jours, les Camerounais qui croyaient en cet homme, en ce grand homme camerounais, ce grand homme politique, passent des messages qui sont véhiculés à travers les réseaux sociaux qui annoncent une forte mobilisation du côté de l'aéroport de Douala, international de Douala. Je pense qu'ils seront nombreux à l'aéroport ce soir lorsqu'il sera 15h pour attendre la dépouille du nationaliste camerounais Anissé Ekané. Et je pense d'ailleurs que du côté du siège du Manidem également, il y aura les petits plats seront mis dans les grands pour pouvoir accueillir comme il se doit ce héros national, cet homme qui durant sa vie s'est battu, a combattu pour pouvoir libérer les Camerounais qui souffrent, parce qu'il faut ici dire que les Camerounais ne sont pas, les jeunes Camerounais s'identifient à lui parce qu'il a compris la nécessité et même l'indispensabilité de se mettre de leur côté pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir leur montrer le chemin de la libération, pour pouvoir leur éclairer leur chemin afin que la lumière enfin puisse illuminer leur vie, leur chemin et leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il faut être courageux pour se mettre du côté des Camerounais d'en bas. Ce n'est pas un combat facile. Et voilà un exemple qui illustre à suffire combien il faut, on peut même perdre sa vie pour pouvoir libérer celle des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, Anissé Ekané, comme je l'ai toujours dit ici, a fermé ses yeux pour ouvrir les yeux des vivants. Un dernier mot, Rodrigue, tu crois? Oui, un dernier mot tout simplement. On a dit que c'est historique. Hein? Justement, c'est une journée forte de symboles, d'effervescence. Docteur Panis Israël Fosso et moi avons évoqué la ferveur qu'il y aura du côté de l'aéroport international de Douala, de même qu'au siège du Manidem.
ici à quoi. Mais ce que moi personnellement je souhaite que cette dépouille, que l'on puisse faire le tour, faire un peu quelques tours de la ville de Douala pour réveiller un peu les consciences des Camerounais. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que les Camerounais vivent mais ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans le Cameroun profond. Je souhaite que si les membres de la famille ont quelque peu cette idée, qu'ils puissent faire quelques artères de la ville pour essayer de réveiller les consciences des populations camerounaises. Voilà pour ce sujet proposé par la nouvelle expression sur le retour d'Anissé Kane dans la ville de Douala. Pour ceux qui voudraient avoir les détails de cet itinéraire-là, vous pouvez vous procurer la nouvelle expression qui est en kiosque pour ne pas manquer une étape de cette journée du mardi 3 mars 2026. On va passer à un autre sujet tout aussi triste que le précédent. Eux, ils ont perdu la vie il y a un an dans des circonstances différentes d'Anissé Kane. Ce sont ces chercheurs-là à Soulé-des-Rois dans l'extrême nord du pays. On avait presque oublié. Tout à fait. Rodrigue Tchokwa, mais les journaux reviennent sur cela ce matin. Le drame de Mbada, un an après, nous dit l'air du Sahel. On a vu précédemment la une de mutation, chercheurs brûlés vifs. La seconde mort. Il s'agit donc de Frédéric Mounsi, Bienvenue Bello et de leur guide. Alors ce qu'on apprend au juge, c'est qu'ils curaient quand même, on dit que leurs corps sont toujours à la morgue, un an après. Un an après. C'est un gros souci. Avant de voir ce titre à la une des journaux, il faut dire quand je suivais le journal Equinox Télévision hier soir, c'était également l'un des éléments des reportages qui ont été diffusés dans le journal. Donc il s'agit là de 3 enseignants-chercheurs qui ont été malheureusement confondus aux éléments de Boko Haram dans l'extrême nord. Et ils ont été pris à partie, malheureusement tués. Et jusqu'aujourd'hui, leurs corps sont encore à la morgue. Il se trouve que c'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de leur corps jusqu'à l'heure où nous parlons. Et il n'y a que sur le terrain, en ce qui concerne leur famille professionnelle, notamment des enseignants, des membres de syndicats, des chercheurs s'insurgent du fait que cela n'a fait que trop durer. Et de même, on imagine la douleur, la longue douleur, l'attente des membres de la famille des victimes, parce qu'ils attendent d'organiser les obsèques de leurs défunts. Donc voilà la situation qui se présente. Il faut rappeler que c'était 3 chercheurs qui ont été confondus à des éléments de Boko Haram dans l'extrême nord et ils ont été tués, brûlés vifs par des populations. Votre commentaire sur cette actualité, Panis de Safoso, on rappelait que justement ce blocage trouve aussi sa source dans ces l'entente administrative-là parce que l'État voudrait leur rendre justement un hommage officiel, des officiers officiels, et puis ça traîne encore dans les bureaux, du coup leurs corps sont bloqués à la morgue. Comment comprendre? C'est un événement extrêmement triste, d'une gravité extrême. Parce que voir des Camerounais ne pas se limiter au laboratoire, comme beaucoup de chercheurs, voir des Camerounais décider d'aller sur le terrain, toucher du doigt les réalités, explorer le terrain, trouver la matière de leur recherche et de se voir tuer de cette façon-là, vraiment c'est inacceptable. Ils étaient en mission de travail. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a un an, ces 3 Camerounais, vaillants Camerounais, valeureux Camerounais, ont décidé d'aller sur le terrain dans la partie septentrionale du Cameroun à l'effet de mener les recherches pour pouvoir trouver les solutions. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a plusieurs années, les Camerounais qui se trouvent de ce côté-là font face à un problème criard d'eau. Ils ont un manque d'eau qui ne s'explique pas de manière concrète. Donc, et ces Camerounais ont décidé d'aller voir quelles peuvent être les pistes de solutions pour pouvoir permettre à ces populations-là d'avoir accès à l'eau potable. Et ils ont fait face aux populations. On ne sait pas si
ces parents de ces populations ont été manipulés, ou alors qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'ils confondent ces valeureux Camerounais. Et il faut rappeler qu'ils se sont même expliqués, parce qu'on ne peut pas ici dire, il faut rappeler les faits tels quels. Ces valeureux Camerounais n'ont pas été tués de manière subite. Ils ont été auditionnés. Ils ont donné des explications. Ils ont donné la raison de leur descente sur le terrain. Et ça n'a pas suffi pour pouvoir convaincre ces populations-là. On se demande si derrière, s'il y avait un mobile caché derrière l'acte qu'ils ont posé. Donc il faut aujourd'hui interpeller le gouvernement pour qu'il y ait des enquêtes approfondies pour pouvoir éclairer, pour pouvoir mettre la lumière sur ces décès-là. Parce qu'il faut ici dire que non seulement ils se sont expliqués, ils ont donné la raison de leur descente sur le terrain, ils se sont même identifiés, ils ont été identifiés. Donc il ne faut pas quand même comprendre des Camerounais pour des idiots, parce qu'il faut rappeler que avant de leur ôter la vie, ces populations-là savaient très bien qu'ils n'étaient pas des Boko Haram, qu'ils étaient des chercheurs ayant effectué des descentes sur le terrain pour pouvoir mener à bien leurs recherches pour trouver des solutions aux problèmes que les populations rencontrent dans cette partie septentrionale du Cameroun. Malgré tout ça, ils ont été tués comme des vulgaires bandits et enterrés. Parce qu'il faut aussi dire que le gouvernement a procédé à l'exhumation de leur corps pour pouvoir garder à la mort. Et jusqu'aujourd'hui, on attend qu'il y ait une issue favorable, puisqu'ils sont dans l'impasse. Cette situation, les Camerounais sont dans l'impasse. On ne sait pas quelle est l'issue de sortie à ce problème-là. Donc, véritablement, il faut que l'État camerounais nous explique si, entre-temps, il y a eu des médecins légistes qui ont mené des opérations pour pouvoir mettre la lumière sur ce problème, sur cette problématique-là. Et que s'il y a eu des enquêtes, qu'on nous donne les résultats de ces enquêtes-là et qu'enfin on puisse les inhumer comme il se doit, puisque c'était des valeureux Camerounais. Il faut qu'ils méritent, qu'on leur accorde les obsèques qu'ils méritent. D'accord, donc on ne les oublie pas, ces chercheurs brûlés vifs, mutation qui titre donc la seconde mort, parce que leur corps reste toujours bloqué à la morgue un an après cette tragédie. Donc détail à lire dans Mutation ou encore dans l'heure du Sahel de ce matin. On va passer à un autre sujet, on va parler de la gestion domaniale. Quelques journaux sont revenus encore ce matin sur cette fameuse lettre circulaire du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Paul Crévision, titre ce matin la circulaire du MINCAF qui fait polémique, alors que le Forum Libre nous dit comment comprendre le renforcement du pouvoir des chefs traditionnels. Rodi Tchokoa, je commence par vous parce que votre journal a également travaillé sur cette question-là. Paul Crévision, cette circulaire du MINCAF qui fait polémique, pourquoi? En effet, la circulaire, je suppose que vous ne voulez pas que je m'apesantisse d'abord sur la circulaire. Qu'est-ce qu'elle dit en substance la circulaire? Parce que si ça fait polémique, c'est quoi le contenu qui fait polémique? En effet, il faut commencer. Il faut qu'on commence par la circulaire. Alors, la circulaire du ministre des Domaines et des Affaires foncières, et bien ici, met les chefs traditionnels de 3e degré, leur donne un rôle prépondérant. C'est-à-dire que les chefs traditionnels, qu'il faut le dire, dans l'ancien système, étaient membres, c'était l'une des pièces maîtresses de la commission consultative qui siégeait en matière de gestion domaniale et les met en front de ligne. C'est-à-dire que les chefs traditionnels de 3e degré peuvent désormais délivrer les titres fonciers provisoires sur une parcelle du domaine national. Et il faut dire que ce domaine national est bien délimité. Il s'agit donc des domaines nationaux qui ne sont occupés ou exploités nulle part. Et donc les chefs traditionnels de 3e degré, dans la circulaire, selon la circulaire, ont un rôle prépondérant. Ils sont habilités à délivrer des titres fonciers provisoires
Et il faut dire que... Peut-être ne pas, justement, que c'est mis à la confusion, justement, ce sont des documents provisoires, ce sont des documents, des attestations de reconnaissance. Des attestations. Donc, il y a deux documents, coutumiers. En effet, il y a deux documents qui peuvent délivrer, justement, en effet. Il y a l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et une attestation de jouissance paisible des terres. Ce sont les deux documents que ces autorités sont habilitées à délivrer. En attendant acquérir le titre foncier. Cela vient, cette circulaire, il faut le préciser, Achille Kanga, vient un peu alléger les procédures, la procédure dans l'obtention des titres fonciers sur le domaine national. Parce qu'il faut dire que dans l'ancien système, il y avait une commission nationale consultative qui était composée de plusieurs membres de l'administration, membres du cadastre, des représentants de l'administration territoriale. Mais il s'est avéré que cette procédure était assez lourde, ce qui fait que parfois ils ne siégeaient pas. Certains membres étaient même d'ailleurs dénoncés et tancés de corruption, ce qui fait que ça alourdissait quelque peu et puis ça freinait un peu cette procédure pour obtenir le titre foncier sur le domaine national. Et maintenant, en ce qui concerne la polémique qui est née, c'est qu'il y a des membres de la société civile, notamment des experts en la matière, des spécialistes en matière foncière, qui estiment que une circulaire ne peut pas venir réglementer un domaine, qu'une circulaire précise déjà ce qu'un décret a déjà fait. Et donc, le ministre estime-t-il, ça c'est une sortie de Maître Mbongam, avocat au barreau du Cameroun, qui estime que le ministre a empiété sur le domaine de la loi et du décret qui sont réservés à l'Assemblée nationale, au Parlement de façon générale, au président de la République et au Premier ministre. Et donc le ministre a quelque peu est allé au-delà de ses pouvoirs en prenant cette circulaire qui ne répond à qu'un ordonnancement juridique établi au sein de la République. D'accord, Paris Fosso, justement, après ces explications de je crois, vous, de cet atelier-là, qu'avez-vous justement retenu? On rappelle qu'il y a eu un atelier pour expliquer un peu les contours de cette circulaire du côté de Yaoundé sous l'impulsion du ministre Henri Béaïssi. Il faut parler ici de manière à permettre à tous les Camerounais de comprendre la problématique qui existe autour des affaires foncières au Cameroun. Est-ce que, la question que je me pose ce matin, est-ce que cette décision-là va limiter les problèmes que les Camerounais rencontrent lorsqu'ils, surtout pour ceux qui achètent les terrains, est-ce qu'ils vont pouvoir ne plus faire face à la double vente des terrains? Est-ce que ces chefs traditionnels-là vont de manière consciente et ne pas favoriser la corruption qui, depuis des années, existe lorsque les Camerounais procèdent à l'achat ou à la vente de terrain au Cameroun? Je pense que c'est un problème très très sérieux. C'est un problème très sérieux autant pour moi. C'est une problématique à la fois les chefs traditionnels, les populations même et l'État du Cameroun doivent prendre très très au sérieux parce que il faut rappeler ici que plusieurs Camerounais trouvent la mort parce qu'ils ont acheté un terrain. Pourquoi est-ce que cela doit arriver? Parce qu'il n'y a pas une véritable... Les mesures d'accompagnement ne sont pas prises au sérieux. Parce que cette décision ministérielle, est-ce que ça favorise davantage ou alors est-ce que ça limite les dégâts au niveau de l'achat ou de la vente du terrain? Il faut dire, Panis, que théoriquement, donc justement, cette circulaire-là veut justement résoudre ce problème-là que vous évoquez, mais est-ce que ça va se faire de manière concrète sur le terrain? Est-ce qu'on votre interrogation est légitime? Voilà, donc on l'a dit, c'est pour prévenir les conflits. Est-ce qu'on ne doit pas faire face à certains chefs traditionnels véreux qui doivent parfois, avec un propriétaire du titre foncier, procéder de manière consciente à une double, triple vente de terrain? Est-ce que ces chefs traditionnels véreux-là ne doivent pas protéger les Camerounais mal intentionnés qui vendent un terrain à plusieurs Camerounais et lorsqu'on se retrouve sur le terrain, on fait face aux poignards, aux machettes,
les Camerounais s'entre-déchirent parce que, voyez-vous, une personne a procédé à une multiple vente d'un même terrain et on se retrouve parfois à faire des dizaines, voire vingtaines d'années au tribunal pour ne finalement pas rentrer en possession d'un terrain pour lequel on a déboursé des millions et des millions d'argent. Alors, vous dites peut-être un mot rapidement, c'est qu'on parcourt la circulaire, quand même, on peut se dire, bon, effectivement, on évitera ces conflits. Qu'est-ce qui est, par exemple, prévu? Est-ce qu'il y aura peut-être, on va réprimander? Justement, je pense qu'il est bien, qui sont impliqués dans la gestion domaniale. C'est bien séant de s'appesantir sur la circulaire en elle-même. Parce que, en ce qui concerne les contestations, je pense que, tel comme Maître Bongama a expliqué, il est question qu'ils s'associent avec un groupe d'autres groupes d'experts pour pouvoir attaquer cette circulaire. S'il tant qu'ils estiment que ça ne rentre pas dans le domaine du ministre. Maintenant, il faut dire que les autorités, les chefs traditionnels de troisième degré, qui sont non mis ainsi au front page dans la délivrance des titres fonciers provisoires, ils ne travailleront pas seuls. Parce que la circulaire précise que il y a des travaux préparatoires à la délivrance de ces actes. Il y a par exemple une commission ad hoc chargée de vérification de la disponibilité, de la non-existence des conflits sur la parcelle de terrain. Donc la circulaire a suffisamment donné d'outils à ces autorités traditionnelles pour pouvoir travailler. Donc ils ne travailleront pas seuls. Ils vont forcément s'appuyer sur des compétences, des expertises dans leur environnement pour pouvoir délivrer ces titres. Et donc, voilà ce qu'a précisé la circulaire à ce propos. C'est vrai que nous sommes là dans un contexte de la gestion domaniale et foncière, parce que s'il faut parler de ce sujet de façon globale, je veux dire que c'est un sujet qui rentre dans le cadre de la gouvernance que nous vivons au Cameroun depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que nous sommes là dans une gouvernance. Figurez-vous que les premiers textes, les textes qui jusqu'ici réglementent la gestion domaniale foncière datent de 1974. Ils ont juste un peu été complétés, mais le pouvoir jusqu'ici, depuis 43 ans, n'a pas pris des tests, n'a pas fait une vision programmatique pour prévenir, pour voir ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Ajouté à cela, il y a une gestion administrative chaotique des problèmes des terres au Cameroun, avec le phénomène de la corruption, les doubles, les triples ventes. On donne les autorités traditionnelles, les ministres, qui signent un titre foncier aujourd'hui, le lendemain, quelques mois après, retire le même titre foncier, redonne et retire. Ce problème a été même dénoncé par le président de la Cour suprême lors de la dernière rentrée judiciaire qui a eu lieu la semaine dernière en ce qui concerne ce désordre, ce capharnaüm qui règne dans la gestion administrative des problèmes des terrains aujourd'hui au Cameroun. D'accord, tout comprend donc sur la circulaire du ministre du Domaine des Cadastres et des Affaires foncières, c'est à lire dans les journaux Paul Crévison ou encore dans le Forum Libre de ce matin. Je ne sais pas si on peut prendre une minute parmi ça, Fosso, pour évoquer cette actualité des Camerounais qui sont au Proche-Orient et qui sont en difficulté. Émergence de ce matin se demande si ces Camerounais sont piégés là dans cette guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Est-ce que vous avez rapidement un commentaire sur cette actualité-là? Oui, les Camerounais sont piégés depuis plusieurs années aujourd'hui, qu'on soit en interne ou à l'international. Le gouvernement doit prendre des mesures les plus urgentes, même si on a vu un communiqué. On l'a toujours dit. Les mesures les plus urgentes, pour moi, c'est déjà libérer ces prisonniers, ces Camerounais de la crise post-électorale qui séjournent toujours du côté de la prison de Goma. Justement, j'y arrive. Il faut déjà libérer ceux qui en interne n'ont peut-être rien fait, n'ont que marché pour la libération du Cameroun et qui aujourd'hui sont privés de leur liberté. Et en plus, rappeler que les Camerounais ne partent pas du pays parce qu'ils ont la volonté d'y aller. C'est parce que les conditions de vie ici ne nous permettent pas d'améliorer nos conditions de vie. Et aujourd'hui, se trouvent piégés
Est-ce que le gouvernement va justement prendre des mesures? Il faut rappeler ici qu'il y a quelques semaines, on rappelait que ces Camerounais-là qui vont en Russie et se retrouvent du côté de l'Ukraine en train de combattre et de trouver la mort sur le terrain des affrontements. Donc aujourd'hui, ils se trouvent coincés parce qu'il y a des confrontations ou des affrontements entre les États-Unis, l'Iran et autres. Je pense que le gouvernement camerounais, vous le savez, on attendra pour très longtemps, tout en espérant peut-être que le Seigneur va toucher leur cœur, étant donné qu'on attend également la venue du pape au Cameroun. Peut-être que le Seigneur va toucher le cœur de nos gouvernants pour qu'enfin ils prennent des mesures concrètes pour pouvoir protéger ces Camerounais-là qui se trouvent aujourd'hui coincés entre deux feux. On rappelle quand même que le ministre de la RCC a communiqué justement pour que les Camerounais puissent observer les mesures de sécurité édictées par ces pays d'accueil-là qui sont confrontés à cette guerre. Il faut préciser, Achille, il faut préciser que le gouvernement doit déployer les moyens pour pouvoir faire rentrer les compatriotes qui sont du côté de cette terre de guerre. Merci Rodrigue Chokwa, merci Panis Salfoso, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres ce matin dans le cadre de la revue des Grandes Unes. On le rappelle, la revue des Grandes Unes, c'est tous les jours de lundi à vendredi lorsqu'il est 9h20. Merci aux équipes techniques en régie autour d'Innocent Abega et Emos Fongo. Restez sur notre antenne. Juste après nous, c'est 10-12 le Zénith.